Bonjour, bienvenue au troisième chapitre de Arsène Lupin, l'agence Barnett et compagnie. La partie de Baccarat. Au sortir de la gare, Jim Barnett trouva l'inspecteur Bichou qui lui prit le bras et l'amena rapidement. Pas une minute à perdre, d'un instant à l'autre, la situation peut empirer. Le malheur me semblerait beaucoup plus grand, dit Jim Barnett avec logique, si je savais de quelle situation il s'agit. Je suis venu sur votre télégramme et sans le moindre renseignement. C'est ainsi que je l'ai voulu, dit l'inspecteur. Vous ne vous défiez donc plus de moi, Bichou? Je me défie toujours de vous, Barnett, et de vos façons de régler le compte des clients de l'agence Barnett. Mais en l'occurrence, rien à prélever, mon cher. Pour une fois, il faut travailler à l'œil. Jim Barnett sifflota. Cette perspective ne semblait pas le tourmenter. Bichou le regarda de travers, inquiet déjà, et avec l'air de dire « Toi, mon bonhomme, si je pouvais me passer de tes services. » Ils arrivèrent dans la cour. Une automobile de maître attendait à l'écart, où Barnett vit une dame au beau visage dramatique d'une pâleur impressionnante. Ses yeux étaient remplis de larmes, ses lèvres crispées par l'angoisse. Elle poussa aussitôt la portière et Bichou fit les présentations. Jim Barnett, madame, dont je vous ai parlé, comme le seul homme qui puisse vous sauver. Madame Fougeret, femme de l'ingénieur Fougeret qui est sur le point d'être inculpée. Inculpée de quoi? D'assassinat. Jim Barnett eut un petit claquement de langue. Bichou fut scandalisé. Excusez mon ami Barnett. Madame, plus une affaire est grave, plus il se sent à l'aise. L'auto roulait déjà vers les quais de Rouen. En tournant vers la gauche, on tourna sur la gauche et l'on s'arrêta devant une vaste maison, dont le troisième étage servait de local au centre normand. C'est là, dit Bichou, que les gros négociants et industriels de Rouen et des environs se réunissent pour causer, lire les journaux et jouer leur bridge ou leur poker, le vendredi surtout, qui est jour de bourse. Comme il n'y a personne avant midi, il n'y a que les gens de ménage, j'ai tout loisir de vous mettre au courant du drame qui s'y est passé. 3 grandes salles se suivaient le long de la façade, confortablement meublées et munies de tapis. La troisième communiquait avec une pièce beaucoup plus petite, en forme de rotonde, et dont l'unique fenêtre ouvrait sur un large balcon d'où l'on dominait les quais de la Seine. Ils s'assirent, Madame Fougeret, un peu à l'écart, près d'une fenêtre, et Bichou raconta. Donc, il y a quelques semaines, un vendredi, 4 membres du cercle qui avaient bien dîné se mirent à jouer au poker. C'étaient 4 amis, 4 filateurs et manufacturiers de Maronne, gros centre d'usine à proximité de Rouen. 3 étaient mariés, pères de famille décorés, Alfred Auvard, Raoul Dupin et Louis Batinet. Le 4e, célibataire et plus jeune, s'appelait Maxime Tullier. Vers minuit, un autre jeune homme, Paul Ersten, rentier et très riche, se joignit à eux, et tous les 5. Les salles vidées peu à peu commencèrent une partie de baccarat. Paul Ersten, qui avait la passion et l'habitude du jeu, tenait la banque. Bichou montra une des tables et poursuivit. Il jouait ici, à cette table. Partie fort calme au début, qu'ils avaient entrepris par désœuvrement sans y prêter attention, mais qui s'anima peu à peu dès que Paul Ersten y fait venir 2 bouteilles de champagne. Et tout de suite, à compter de ce moment, la veine se dessina en faveur du banquier. Une veine brutale, injuste, méchante, exaspérante. Paul Ersten retournait un œuf quand il le fallait, donnait une bûche à l'instant voulu. Les autres enrageaient, redoublaient leur attaque, vainement. Inutile, n'est-ce pas, de s'appesantir davantage. Le résultat de ces extravagances, où chacun s'entêtait contre tout bon sens, le voici. À 4 heures, les industriels de Maronne avaient perdu tout l'argent qu'ils rapportaient de Rouen pour régler les salaires de leurs ouvriers. Maxime Tullier devait en outre à Paul Ersten sur parole 80 000 francs. L'inspecteur Bichou respira un moment, puis reprit. Et soudain, coup de théâtre. Un coup de théâtre, il faut l'avouer, que Paul Ersten facilita par sa complaisance extrême et son désintéressement. Il divisa la somme totale de ses gains en 4 portions qui correspondaient exactement aux pertes annoncées. Divisa ensuite ses 4 paquets par tiers et proposa à ses adversaires les 3 parties finales.
C'était donc individuellement, quitte ou double sur chacune des 3 liasses. Ils acceptèrent. Paul Hairston perdit les 3 fois. La veine avait tourné. Après toute une nuit de lutte, il n'y avait plus ni gagnant ni perdant. Tant mieux, dit Paul Hairston qui se leva. J'avais un peu honte. Mais fiche, quelle migraine. Personne ne vient fumer une cigarette sur le balcon? Il passa dans la rotonde. Quelques minutes s'écoulèrent durant lesquelles les 4 amis demeurèrent autour de la table, à deviser gaiement des péripéties du combat terminé. Puis ils se résolurent au départ. Ayant traversé la seconde salle et la première, ils prévinrent le domestique de garde qui somnolait dans l'antichambre. Monsieur Hairston est encore là, Joseph, mais il ne saurait tarder à s'en aller. Puis ils sortirent exactement à 4h35. L'auto de l'un d'eux, Alfred Auvert, les ramena, comme chaque vendredi soir, à Maromme. De son côté, le domestique Joseph attendit 1 heure. Après quoi, las de sa faction nocturne, il se mit en quête de Paul Hairston et le trouva gisant dans la rotonde, tordu sur lui-même, inerte. Il était mort. L'inspecteur Bichou fit une seconde pause. Madame Fougeray avait baissé la tête. Jim Barnett se rendit avec l'inspecteur dans la rotonde, isolée, l'examina et prononça. Droit au but maintenant, Bichou. L'enquête a révélé que Paul Hairston avait été frappé à la tempe avec un instrument contondant qui avait dû l'abattre d'un seul coup. Ici, aucune trace de lutte, sauf la montre de Paul Hairston brisée à 4h55, c'est-à-dire 20 minutes après le départ des joueurs. Aucune trace de vol. Bagues et billets de banque, rien n'avait disparu. Enfin, aucune trace de l'agresseur, qui n'avait pu ni entrer ni sortir par l'antichambre, puisque Joseph n'avait pas quitté son poste. Alors, dit Barnett, pas la moindre piste. Si, Bichou hésita et déclara. Si, une piste, et même fort sérieuse. L'après-midi, un de mes collègues de Rouen fit remarquer au juge que le balcon de cette pièce se situait à peu de distance d'un balcon situé au 3e étage de l'immeuble voisin. Le parquet se transporta dans cet immeuble, dont le 3e étage était habité par l'ingénieur Fougeray. Il était absent depuis le matin. Madame Fougeray conduisit les magistrats dans la chambre de son mari. Le balcon de cette chambre est contigu à celui de la rotonde. Regardez, Barnett. Barnett s'approcha et dit « 1,20 m environ. Facile à franchir, mais rien ne prouve qu'on l'ait franchi. » Si, affirma Bichou, vous voyez le long de la rampe les caisses de bois destinées à recevoir des fleurs et qui ont conservé leur terre de l'été passé. On les a fouillées. L'une d'elles, la plus proche, contenait, presque à la surface, sous une couche de terre fraîchement remuée, un coup de poing américain. Le médecin légiste a constaté que la blessure faite à la victime correspond exactement à la forme de cet instrument. On n'a relevé aucune empreinte de doigts sur le métal, car la pluie n'avait pas cessé depuis le matin. Mais la charge semble décisive. L'ingénieur Fougeray, apercevant dans la rotonde éclairée Paul Hairston, aurait franchi le balcon, puis son crime accompli aurait caché l'arme. Mais pourquoi ce crime? Il connaissait Paul Hairston? Non. Alors? Bichou fit un signe. Madame Fougeray s'était avancée, et elle écoutait les questions de Barnett. Son masque douloureux se contractait. Un effort visible contenait ses larmes sous ses paupières flétries par l'insomnie. D'une voix qui tremblait, elle dit « C'est à moi de répondre, monsieur. Je le ferai en quelques mots, avec une franchise absolue, et vous comprendrez mon effroi. Non, mon mari ne connaissait pas monsieur Paul Hairston, mais moi, je le connaissais. Je l'avais rencontré plusieurs fois à Paris, chez une de mes meilleures amies, et tout de suite, il m'a fait la cour. J'éprouve pour mon mari beaucoup d'affection, et j'ai un sentiment profond de mes devoirs d'épouse. J'ai donc résisté à l'entraînement qui me portait vers Paul Hairston. Seulement, j'ai accepté de le voir à diverses reprises, aux environs, dans la campagne. Et vous lui avez écrit? Oui. Et les lettres sont entre les mains de sa famille? Entre les mains de son père. Et son père, qui veut à tout prix le venger, vous menace de communiquer ces lettres à la justice. Oui, ces lettres prouvent la nature irréprochable de nos relations. Mais enfin, elles prouvent que je le voyais en dehors de mon mari, et l'une d'elles contient ces phrases. Je vous en supplie, Paul, soyez raisonnable. Mon mari est extrêmement jaloux et très violent.
S'il soupçonnait mes inconséquences, il serait capable de tout. Mais alors, n'est-ce pas, monsieur, cette lettre apporterait à l'accusation une forte nouvelle. La jalousie, ce serait là le motif que l'on cherche et qui expliquerait le meurtre. Et la découverte de l'arme devant la chambre même de mon mari. Mais vous, madame, êtes-vous certaine que M. Pougeret n'avait aucun soupçon? Aucun. Et pour vous, il est innocent? Oh, sans aucun doute, dit-elle dans un élan. Barnett la regardait au plus profond de ses yeux, et il comprit que la conviction de cette femme eût impressionné Bichou au point que malgré les faits, malgré l'opinion du parquet et malgré sa discrétion professionnelle, l'inspecteur inclina à la secourir. Barnett posa encore quelques questions. Il réfléchit longuement, et puis conclut. Je ne puis vous donner aucun espoir, madame, en tant que j'ai que votre mari est coupable. Je vais essayer cependant de donner tort à la logique. Voyez mon mari, supplia madame Pougeret. Ces explications vous permettront. Inutile, madame. Mon assistance n'a de raison que si dès l'abord je mets votre mari hors de cause, et si je dirige mes efforts dans le sens de votre conviction. L'entretien était terminé. Barnett engagea la lutte sans retard et, accompagné de l'inspecteur Bichou, se présenta chez le père de la victime, auquel il dit, sans chercher de détour. Monsieur, madame Pougeret m'a chargé de ses intérêts. Vous remettez, n'est-ce pas, au parquet les lettres écrites à votre fils. Aujourd'hui, monsieur, vous n'hésitez pas à compromettre, à perdre la femme qu'il aimait plus que tout. Si le mari de cette femme a tué mon fils, je le regrette pour elle, mais son fils sera vengé. Attendez 5 jours, monsieur. Mardi prochain, l'assassin sera démasqué. Ces 5 jours, Jim Barnett les employa d'une manière qui déconcerta bien souvent l'inspecteur Bichou. Il lui fit faire des démarches insolites, interrogea, mobilisa des tas d'employés subalternes et dépensa beaucoup d'argent. Cependant, il ne semblait pas très satisfait, et contrairement à son habitude, se montra taciturne et d'assez méchante humeur. Le mardi matin, il vit madame Pougeret et lui dit « Bichou a obtenu du parquet qu'on reconstitua tantôt les péripéties de la soirée. Votre mari est convoqué. Vous également. Je vous supplie de rester calme, quoi qu'il arrive, et presque indifférente. » Elle murmura. « Puis-je espérer? Je n'en sais rien moi-même. Comme je vous l'ai dit, je joue la partie sur votre conviction, c'est-à-dire sur l'innocence de M. Pougeret. Cette innocence, je tâcherai de la prouver par la démonstration d'une hypothèse possible. Mais ce sera dur. En admettant même que j'ai mis la main sur la vérité, comme je le crois, elle peut se dérober jusqu'au dernier moment. » Le procureur de la République et le juge d'instruction qui avaient poursuivi les enquêtes étaient des magistrats consciencieux qui ne s'en rapportaient qu'aux faits et ne cherchaient pas à les interpréter selon des opinions préalables. Avec ceux-là, dit Bichou, je ne crains pas que vous entriez en conflit et que vous fassiez de l'ironie facile, Barnett. Ils m'ont donné fort aimablement toute l'attitude pour agir à ma guise, ou plutôt à la vôtre, ne l'oubliez pas. Inspecteur Bichou, répliqua Barnett, je ne fais d'ironie que quand je suis sûr de la victoire. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Beaucoup de monde emplissait la troisième salle. Les magistrats s'entretenaient de leur côté au seuil même de la rotonde, où ils entrèrent et d'où ils ressortirent après un moment. Le groupe des industriels attendait. Des agents et des inspecteurs allaient et venaient. Le père de Paul Hairston se tenait debout, à l'écart, ainsi que le domestique Joseph. Monsieur et madame Pougeret restaient dans un coin, lui sombre et l'expression inquiète, elle plus pâle encore que d'ordinaire. On savait que l'arrestation de l'ingénieur était décidée. L'un des magistrats, s'adressant aux 4 joueurs, leur dit « L'instruction, monsieur, va procéder à la reconstitution de la soirée du vendredi. Vous voudrez donc bien reprendre vos places autour de la table afin d'esquisser la partie de baccarat telle qu'elle eut lieu. L'inspecteur Bichou vous tiendrait la banque. Vous avez demandé à ces messieurs d'apporter le même nombre de billets qu'ils avaient ce jour-là? » Bichou répondit affirmativement et s'assit au milieu de la table. Alfred Aubard et Raoul Dupin à sa gauche, Louis Batinet et Maxime Tullier à sa droite. 6 jeux de cartes étaient disposés. Il fut coupé et tailla. Chose bizarre, tout de suite, comme au soir tragique, la veine favorisa la banque.
Aussi aisément que le banquier Paul Heston, le banquier Béchou gagna. Tandis qu'il le battait 8 ou 9, les bûches alternaient sur les deux tableaux, et cela régulièrement, d'un seul élan de la chance qui s'obstinait, sans ces à-coups et ces revirements qui malgré tout avaient marqué la première partie. Cette continuité, pour ainsi dire mécanique, semblait due à un sortilège qui acquérait un sens d'autant plus déconcertant que c'était la répétition d'un fait dont les joueurs avaient déjà subi le choc. Désemparé, Maxime Tullier se trompa 2 fois. Jim Barnett s'impatienta et d'autorité prit sa place à la droite de Béchou. Au bout de 10 minutes, car les événements marchaient à une vitesse que rien ne ralentissait, plus de la moitié des billets de banque tirés de leur portefeuille par les 4 amis encombraient le tapis vert devant Béchou. Maxime Tullier, par l'intermédiaire de Jim Barnett, commença à perdre sur parole. Le rythme s'accéléra. Vivement, la pointe extrême de la partie fut atteinte. Et soudain, Béchou, comme l'avait fait Paul Heston, divisa son gain en 4 liasses proportionnelles aux pertes, proposant ainsi les 3 kits ou doubles définitifs. Ses adversaires le suivaient du regard, impressionnés évidemment par le souvenir du soir tragique. Trois fois Béchou servit les 2 tableaux, et 3 fois, au lieu de perdre comme Paul Heston avait perdu, Béchou gagna. Il eut, parmi les assistants, de la surprise. Pourquoi la chance, qui aurait dû tourner pour que le miracle du renouvellement se continuât jusqu'au bout, favorisait-elle encore celui qui tenait la banque? Si l'on sortait de la réalité connue pour entrer dans une réalité différente, devait-on croire que cette autre version était la bonne? Je suis confus, dit Béchou, toujours dans son rôle de banquier, et qui se leva après avoir empoché les 4 liasses de billets. De même que Paul Heston, il se plaignit de migraine et souhaita qu'on l'accompagnât sur le balcon. Il s'y rendit tout en allumant une cigarette. On le vit de loin par la porte de la rotonde. Les autres demeuraient immobiles, le visage contracté. Sur la table, les cartes s'éparpillaient. Puis à son tour, Jim Barnett se leva. Par quel phénomène avait-il réussi à donner à sa figure, à sa silhouette, l'apparence même de Maxime Tullier, qu'il venait d'écarter du jeu et dont il tenait la place? Maxime Tullier est un garçon d'une trentaine d'années, serré dans sa veste, le menton glabre, un lorgnon d'or sur le nez, l'air maladif et inquiet. Jim Barnett fut cela. Il s'avançait vers la rotonde lentement, d'un pas d'automate, avec une expression qui était tantôt dure et implacable, tantôt indécise et effarée. L'expression d'un homme qui va peut-être accomplir un acte terrible, mais peut-être aussi s'enfuir comme un lâche avant de l'avoir accompli. Les joueurs ne le voyaient pas de face, mais les magistrats le voyaient. Ils oubliaient Jim Barnett, interprète dont ils subissaient la puissance pour ne songer qu'à Maxime Tullier, joueur décavé qui rejoignait son adversaire victorieux. Dans quelle intention? Son visage, qu'il cherchait à maîtriser, trahissait le désordre de son esprit. Allait-il crier, ou ordonner, ou menacer? Quand il entra dans la rotonde, il était calme. Il referma la porte. La représentation du drame imaginé ou reconstitué, était si vivante que l'on attendit en silence. Et les 3 autres joueurs attendaient aussi, les yeux attachés à cette porte close, derrière laquelle se passait ce qui s'était passé au soir tragique, et derrière laquelle ce n'était point Barnett et Béchou qui jouaient leur rôle d'assassins et de victimes, mais Maxime Tullier et Paul Heston qui se trouvaient aux prises. Puis, après de longues minutes, l'assassin, pouvait-on l'appeler autrement, sortit. Titubant, le regard halluciné, il retourna vers ses amis. Il avait les 4 liasses à la main. Il en jeta une sur la table et de force enfonçant les 3 autres dans les poches des 3 joueurs en leur disant « Paul Heston, avec qui je viens de m'expliquer, m'a chargé de vous rendre cet argent. Il n'en veut pas. Allons-nous-en. » À 4 pas de lui, Maxime Tullier, le véritable Maxime Tullier, blême et décomposé, s'appuyait au dossier d'une chaise. Jim Barnett lui dit « C'est bien cela, n'est-ce pas, monsieur Maxime Tullier? La scène a été reproduite dans ses points essentiels. J'ai bien joué le rôle que vous avez joué l'autre soir, n'est-ce pas? J'ai bien évoqué le crime. Votre crime? » Maxime Tullier semblait ne pas pouvoir entendre. La tête basse, les bras ballants, il avait l'air de mannequin que le moindre souffle va faire tomber. Il vacilla comme un homme ivre. Ses genoux fléchirent. Il s'écroula sur sa chaise. Alors Barnett bondit sur lui et le saisit au collet. « Vous avouez, hein? Pas possible autrement d'ailleurs. J'ai toutes les preuves. »
Ainsi, le coup de poing américain, je puis établir que vous en portez toujours un sur vous. En outre, votre perte au jeu vous démolissait. Oui, mon enquête m'a révélé que vous étiez très bas dans vos affaires. Plus d'argent pour vos échéances de fin de mois, c'était la ruine. Alors, vous avez frappé, et ne sachant que faire de l'arme, vous avez enjambé le balcon et vous l'avez enfoui sous la terre. Il était inutile que Barnett se donnât du mal. Maxime Tullier n'opposait aucune résistance. Écrasé sous le poids d'un crime trop lourd pour lui, et dont il portait le fardeau depuis des semaines, il balbutia, malgré lui, sans plus de conscience qu'un moribond qui délire, des mots terribles de l'aveu. La salle s'emplissait de tumulte. Le juge d'instruction, penché au-dessus du coupable, notait la confession involontaire. Le père de Paul Hairston voulait se jeter sur l'assassin. L'ingénieur Fougeray criait sa rage. Mais les plus acharnés, peut-être, étaient les amis de Maxime Tullier. L'un d'eux, surtout le plus âgé et le plus notable, Alfred Aubard, le couvrait d'invectives. « Tu n'es qu'un misérable. Tu nous as fait croire que ce malheureux nous avait rendu l'argent, et cet argent, tu l'avais volé après l'avoir tué. » Il lança la liasse de billets à la tête de Maxime Tullier. Les deux autres, indignés eux aussi, piétinèrent un argent dont ils avaient horreur. Le calme se rétablit peu à peu. On amena dans une autre salle Maxime Tullier, presque évanoui et gémissant. Un inspecteur ramassa les liasses de billets qu'il remit au magistrat. Ceux-ci prirent M. et Mme Fougeray de se retirer, après que le père de Paul Hairston, ainsi que le père de Paul Hairston. Puis il félicita Jim Barnett de sa clairvoyance. Tout cela, dit-il, cet écroulement de Maxime Tullier, ce n'est que le côté banal du drame. Ce qui en constitue l'originalité, ce qui fait qu'il se présente comme un drame profondément mystérieux, alors que ce ne devait être qu'un fait divers, provient de toute autre chose. Et bien que ceci ne me concerne pas, si vous voulez bien me permettre. Alors Jim Barnett se tourna vers les trois individus qui conversaient à voix basse, s'approchant d'eux, et frappa doucement l'épaule de M. Aubard. Un mot, monsieur, voulez-vous? Je crois que vous pourriez rapporter quelques clartés sur une affaire encore très obscure. À propos de quoi? Répondit Alfred Aubard. À propos du rôle que vous y avez joué, vous et vos amis, monsieur. Mais nous n'y jouons aucun rôle. Un rôle actif, non? Bien entendu. Cependant, il y a certaines contradictions troublantes et qu'il me suffirait de vous signaler. Ainsi, vous avez déclaré, dès le lendemain matin, que la partie de baccarat aboutit à 3 coups en votre faveur, ce qui annula vos pertes et détermina votre paisible départ. Or, cette déclaration se trouve contredite par les faits. M. Aubard hocha la tête et répliqua. Il y a là en effet un malentendu. La vérité, c'est que les 3 derniers coups ne firent qu'ajouter à nos pertes. Paul Hairston s'est enlevé. Maxime, qui semblait tout à fait maître de lui, le suivit dans la rotonde pour fumer une cigarette, tandis que les 3, nous restions à causer. Quand il revint 7 ou 8 minutes après, il nous dit que Paul Hairston n'avait jamais envisagé cette partie comme sérieuse, que c'était un simulacre de partie, engagé dans les fumées du champagne, et qu'il tenait à nous rendre l'argent, mais à la condition qu'on ne le tue point. La fin de la partie serait considérée, au cas où on en parlerait, comme une exacte compensation des pertes subies. Et vous avez accepté une pareille offre, un cadeau que rien ne motivait, s'écria Barnett. Et l'acceptant, vous n'avez pas été remercié Paul Hairston, et vous avez trouvé naturel que Paul Hairston, qui est un joueur endurci, habitué aux gains comme aux pertes, ne profita point de sa veine. Que d'invraisemblance! Il était 4 heures du matin. Nous avions le cerveau surchauffé. Maxime Tullier ne nous laissa pas le temps de réfléchir. Pourquoi d'ailleurs ne l'aurions-nous pas cru, puisque nous ignorions qu'il avait été tué et volé? Mais le lendemain, vous saviez que Paul Hairston avait été tué? Oui, mais tué sans doute après notre départ, ce qui ne changeait rien au désir exprimé par lui. Et pas un instant vous n'avez soupçonné Maxime Tullier. De quel droit? C'est un des nôtres. Son père était mon ami, et je le connais depuis son enfance. Non, nous n'avons rien soupçonné. En êtes-vous bien sûr? Jim Barnett avait jeté ces mots d'une voix ironique. Alfred Aubard hésita quelques secondes et riposta avec hauteur. Vos questions, monsieur, m'ont tout l'air d'un interrogatoire. À quel titre sommes-nous donc ici? Au point de vue de l'instruction, à titre de témoin, mais selon moi, selon vous, je vais vous l'expliquer, monsieur.
Et d'un ton posé, Barnett énonça. Toute cette affaire, en réalité, est dominée par le facteur psychologique de la confiance que vous inspiriez. Matériellement, le crime ne pouvait être commis que de l'extérieur ou de l'intérieur. Or, tout de suite, l'enquête s'est tournée vers l'extérieur pour cette raison que, a priori, on ne soupçonne pas le bloc d'honorabilité et de probité que conforment 4 industriels riches, décorés, de réputation intacte. Si l'un de vous, si Maxime Tullier avait été seul à jouer une partie d'écarté avec Paul Herstein, on l'eût indubitablement suspecté. Mais vous étiez 4 joueurs, et Maxime fut momentanément sauvé par le silence de ses 3 amis. On n'imagina point que 3 hommes de votre importance puissent être complices. Pourtant, c'est ce qui fut, et c'est ce que j'ai pressenti tout de suite. Alfred Aubard tressauta. Mais vous êtes fou, monsieur, complice du crime. Oh, cela non. Vous ignorez évidemment ce qu'il allait faire dans la rotonde lorsqu'il suivit Paul Herstein. Mais vous saviez qu'il y allait avec un état d'esprit particulier. Et lorsqu'il en est revenu, vous saviez qu'il s'y était passé quelque chose. Nous ne savions rien. Si, quelque chose de brutal. Pas un crime peut-être, mais pas une conversation non plus. Quelque chose de brutal, je le répète, qui permit à Maxime Tullier de vous rapporter l'argent. Allons donc. Si. Un lâche comme votre ami ne tue pas sans que la physionomie garde une expression d'effarement et de démence. Et cette expression, il est impossible que vous ne l'ayez pas remarquée quand il est revenu du crime. J'affirme que nous n'avons rien vu. Vous n'avez pas voulu voir. Et pourquoi? Parce qu'il vous remboursait les sommes perdues. Oui, je sais, vous êtes riches, tous les 3. Mais cette partie de baccarat vous avait déséquilibré. Comme tous les joueurs d'occasion, vous aviez l'impression d'avoir été dépouillé de votre argent. Et quand cet argent vous fut rendu, vous l'avez accepté sans vouloir connaître la façon dont votre ami l'avait acquis. Vous vous êtes accroché désespérément au silence. La nuit, dans l'auto qui vous ramena vers Maron, et malgré l'intérêt qu'il y aurait eu pour vous à vous concerter et à donner de cette soirée une version moins dangereuse, aucun de vous ne prononça une parole, pas une parole. Je le sais par votre chauffeur. Et le lendemain et les jours suivants, après que le crime eut été constaté, vous vous êtes invités les uns les autres, tellement vous aviez peur d'apprendre vos pensées réciproques. Supposition, certitude, que j'ai acquise par une enquête minutieuse dans votre entourage. Accuser votre ami, c'était dénoncer votre défaillance initiale. C'était attirer l'attention sur vous et sur vos familles, et jeter une ombre sur votre long passé d'honneur et d'honnêteté. C'était le scandale. Et vous avez gardé le silence, trompant ainsi la justice et garantissant contre elle votre ami Maxime. L'accusation fut lancée avec une telle véhémence, et le drame, ainsi expliqué, prenait un tel relief que M. Aubard eut un moment d'hésitation. Mais, par un revirement imprévu, Jim Barnett ne poussa pas plus loin son avantage. Il se mit à rire et dit « Tranquillisez-vous, monsieur, j'ai réussi à démolir votre ami Maxime parce qu'il est un faible. Bourrelé de remords, parce que j'ai truqué la partie de tout à l'heure préparant les cartes de manière à favoriser la banque, et enfin parce que la présentation de son crime l'avait bouleversé. Mais je n'avais pas plus de preuves contre lui que je n'en ai contre vous, et vous n'êtes pas, vous, des gens à vous laisser abattre. D'autant plus que votre complicité, je le répète, est vague, inconsistante, et qu'elle se passe dans une région où le regard a quelque peine à pénétrer. Donc, vous n'avez rien à craindre, seulement... Il s'approcha davantage de son interlocuteur, et face à face. Seulement, j'ai voulu vous interdire une paix trop commode. À force de silence et d'adresse, vous êtes arrivés tous les 3 à vous envelopper de ténèbres et à perdre de vue vous-même cette complicité plus ou moins volontaire. Cela, je m'y oppose. Il ne faut pas qu'au fond de votre conscience, vous oubliez jamais que vous avez participé au mal dans une certaine mesure. Que si vous aviez empêché votre ami de suivre Paul Herstein dans la rotonde, comme vous auriez dû le faire, Paul Herstein ne serait pas mort, et que si vous aviez dit ce que vous saviez, Maxime Tullier n'aurait pas été sur le point de se soustraire au châtiment qu'il mérite. Sur ce, débrouillez-vous avec la justice, monsieur. J'ai idée d'ailleurs qu'elle vous sera très indulgente. Bonsoir. Jim Barnett prit son chapeau, et tout en
dédaignant les protestations de ses adversaires, dit au juge d'instruction: « J'avais promis à Madame Fougeray de secourir son mari et au père de Paul Hersen de démasquer le coupable. C'est fait, ma tâche est terminée. » Les poignées de main des magistrats manquèrent de chaleur. Il est probable que le réquisitoire de Barnett ne les satisfaisait qu'à demi et qu'il n'était guère disposé à le suivre dans cette voie. Rejoint sur le palier par l'inspecteur Bichou, Barnett lui dit: « Mes 3 beaux hommes sont inattaquables. Jamais on ne permettra d'y toucher. Fichtre, de grands bourgeois, farcis de réputation et d'argent, soutien de la société, qui n'ont contre eux que la subtilité de mes déductions. En vérité, je ne crois pas que la justice ose marcher. N'importe. J'ai bien mené l'affaire. Et honnêtement, prouva Bichou. Honnêtement? Dame, il vous eût été facile de cueillir tous les billets de banque au passage. Je l'écris une minute. Pour qui me prenez-vous, inspecteur Bichou? Dit Barnett dignement. Il quitta Bichou, sortit de la maison et monta dans l'immeuble voisin, où le ménage Fougeray le remercia avec effusion. Toujours aussi digne, il refusa toute récompense et opposa le même désintéressement lors d'une visite qu'il fit au père de Paul Hersen. L'agence Barnett est gratuite, disait-il. C'est sa force et sa noblesse. Nous travaillons pour la gloire. Jim Barnett régla sa note à l'hôtel et donna l'ordre que sa valise fût portée à la gare. Puis, comme il supposa que Bichou retournerait à Paris avec lui, il passa par les quais et entra dans l'immeuble du cercle. Au premier étage, il s'arrêta. L'inspecteur descendait. Il descendait vivement, et lorsqu'il aperçut Barnett, il s'écria d'un ton surpris: « Ah, vous voilà, vous! » Il sauta quelques marches d'un coup et l'empoigna au revers de son veston. « Qu'est-ce que vous avez fait des billets? »« Quels billets? » riposta Barnett avec innocence. « Ceux que vous avez tenus entre les mains dans la rotonde, que vous avez joué le rôle de Maxime Tullier. »« Comment, mais j'ai rendu les 4 piastres? Vous m'avez même félicité tout à l'heure, mon cher ami. »« Je ne savais pas ce que je sais, » s'écria Bichou. « Et qu'est-ce que vous savez? Les billets que vous avez rendus sont faux. » Et la colère de Bichou se déchaîna, il s'exclama: « Vous n'êtes qu'un filou. Ah, vous croyez qu'on en restera là? Vous allez rendre les véritables billets et tout de suite. Les autres sont des imitations, et vous le savez bien, filou. » Sa voix s'étrangla. Il secoua de toute sa rage, exaspéré, Jim Barnett qui éclata de rire et qui bredouillait. « Ah, les bandits, ça ne m'étonne pas d'eux. Alors, les billets qu'ils ont jetés à la tête de Maxime étaient des imitations? Quel canaille! On les fait venir avec leurs liasses et ils apportent de faux papiers. »« Mais tu ne comprends donc pas, proféra Bichou, hors de lui, que cet argent appartient aux héritiers de la victime. Paul Hersen l'avait gagné, cet argent, et il faut que les autres le rendent. » La gaieté de Barnett ne connut plus de bornes. « Ah, c'est ça le scandale. Les voilà volés à leur tour, et 2 fois. Quelle punition pour des voleurs. »« Tu mens, grinçant Bichou, c'est toi qui as fait l'échange. C'est toi qui as empoché, gredin, escroc. » Lorsque les magistrats sortirent du cercle, ils avisèrent l'inspecteur Bichou qui gesticulait, sans voix, dans un état de surexcitation incroyable. Et en face de lui, appuyé au mur, Jim Barnett qui se tenait des côtes, les larmes aux yeux et qui riait. Ce qui conclut le 3e chapitre de Arsène Lupin, l'agence Barnett et compagnie. Bonne journée!